La plupart des gens visualisent la guerre de 100 ans comme une guerre entre deux blocs. D'une part, la France et de l'autre, l'Angleterre. La France telle que nous la connaissons d'un côté et l'Angleterre telle que nous la connaissons de l'autre. Et c'est là où il y a un problème. Non, la guerre de 100 ans n'est pas une invasion du territoire français par des Anglais parlant anglais et venus d'outre-Manche en mode débarquement de Normandie. Cette espèce de vision binaire est très présente dans l'imaginaire de la plupart des gens, pas ou mal informés, et c'est notamment ce qu'on retrouve dans le film Robin Hood de Ridley Scott, dont j'avais déjà parlé, et ça n'arrange rien, et c'est débile. Aujourd'hui, dans ce nouveau format que je lance sur ma chaîne, l'Histoire expliquée, je vais donc vous expliquer en 7 minutes ce que fut la guerre de 100 ans, comment et pourquoi a-t-elle commencé, par quelle phase majeure est-on passé, et comment tout cela s'est terminé. Spoiler, plutôt pas mal. J'espère que ces nouveaux formats plus courts et qui viennent un petit peu ressusciter la petite histoire sous une forme différente vous plairont. La guerre de 100 ans expliquée en 7 minutes, c'est parti. Juste avant de lancer le chrono, merci aux partenaires de cette vidéo, vous les connaissez, Kalos, une entreprise française qui a à cœur de vous proposer des produits en lien avec des idées et des valeurs fortes. Vous y trouverez du textile, bien sûr avec leur gamme de vêtements, mais aussi des couteaux, les mêmes que ceux utilisés par l'armée française, des bijoux avec leur chevalière ou encore leur toute nouvelle gamme de pendentifs et bracelets, l'épée joyeuse de Charlemagne, la fleur de lys ou encore celui que je porte, la croix Fides, absolument magnifique. Et bien sûr, toujours dans les nouveautés, leur nouvelle collection sport de combat avec les shorts et gants de boxe ou de MMA, le tout en cuir d'une grande qualité, comme tout le reste de leur catalogue. N'hésitez pas à aller y faire un tour pour soutenir cette entreprise française qui incarne et soutient l'artisanat français, le savoir-faire et qui transmet des valeurs fortes au service du beau. N'oubliez pas que le style et l'expression de la pensée, le lien est en description. La guerre de 100 ans s'étend de 1337 à 1453, ce qui l'a fait durer en fait 116 ans. Mais on va pas l'appeler la guerre de 116 ans, c'est complètement con. Comme je l'ai dit, elle n'est pas une guerre bloc contre bloc opposant la France française à une Angleterre anglaise avec un nationalisme marqué. Et pour bien comprendre ça, il faut d'abord se demander comment a-t-elle commencé. La guerre de 100 ans débute déjà dans un contexte tendu pour plusieurs raisons. On est au XIVe siècle et l'Europe vit une crise démographique et économique. Et c'est dans ce contexte que deux grandes familles régnantes vont s'opposer. D'un côté, les Valois, héritiers des Capétiens, et de l'autre, les Plantagenets. Les Plantagenets règnent sur l'Angleterre, ils ont donc le titre de roi d'Angleterre, mais ils sont aussi implantés en France, je dis France pour faire simple, avec notamment la Guyenne, l'actuelle Aquitaine. Et ils ont des ancrages économiques et culturels très forts, puisque, faut-il le rappeler, à la base, la conquête de l'Angleterre, la terre des Angles, littéralement, a été faite par le duc de Normandie, Guillaume, donc bien français, et les Plantagenets eux-mêmes viennent d'Anjou. Le problème, c'est que le roi Plantagenet est donc roi d'Angleterre, comme je l'ai dit, il est donc roi au même titre que le roi de France, mais comme il possède la Guyenne sur le continent, il est le vassal du roi de France et il doit lui prêter l'hommage. Et pour son ego, c'est pas ouf. Alors, dans ce contexte déjà bien tendu, bien implanté, c'est une querelle dynastique qui va mettre le feu aux poudres et déclencher cette guerre qui va donc durer plus de 100 ans. Puisque rien ne vaut un beau schéma et que dans cette émission, il va être question d'être le plus pédagogue possible, je vais utiliser celui que j'emploie dans mon cours en ligne sur Jeanne d'Arc. Bah oui, j'ai déjà fait le truc, je vais pas me faire chier à en refaire un autre. Alors c'est parti, écoutez bien. Tout commence à la mort de Philippe le Bel en 1314. Jusque-là, tout va bien puisqu'il a 3 fils et une fille. Cette fille aura son importance, souvenez-vous-en. C'est donc son fils aîné qui lui succède, Louis X le Hutin, mais ce dernier meurt 2 ans plus tard sans héritier mâle. On refile donc la couronne à son frère, Philippe V, mais lui aussi a la bonne idée de mourir 6 ans plus tard, et encore une fois, sans héritier mâle. Le dernier frère devient donc roi, Charles V, sauf qu'il meurt lui aussi 6 ans plus tard, et lui non plus n'a aucun héritier mâle. C'est la fin du miracle capétien. Il reste bien la dernière fille de Philippe le Bel, leur sœur Isabelle, mais bon, on va pas refourguer la couronne à une gonzesse, hein, on n'est pas en Angleterre ici. Mais enfin, c'est complètement ridicule, voyons, vous avez un vagin. Du coup, les pairs de France, les grands du royaume, se réunissent et ils trouvent un héritier chez les Valois, une lignée issue du frère de Philippe le Bel, et c'est Philippe VI de Valois, son neveu, qui devient roi. Sauf que un autre prétendant était possible. Souvenez-vous de la dernière fille de Philippe le Bel, Isabelle, elle ne pouvait prétendre au trône, mais elle avait épousé Édouard II d'Angleterre, et elle avait donné naissance à Édouard III, qui s'était d'ailleurs proposé pour la couronne. Sauf qu'Édouard III, il est bien gentil, mais
il est roi d'Angleterre. Et il n'est pas question non plus de refiler la couronne à un roast beef, quand même. Dans un premier temps, Édouard III va accepter la décision des pairs de France. Il va même prêter l'hommage à Philippe VI, le nouveau roi valois. Mais suite à plusieurs événements politiques, notamment le soutien du roi de France à l'Écosse ou encore la confiscation de la Guyenne par la France, Édouard III va donc remettre sur la table la question de sa légitimité au trône. Il va se proclamer roi de France et d'Angleterre en 1337. Il déclare la guerre, et c'est la guerre de 100 ans qui commence. Dès lors, dès 1337, c'est la guerre qui commence, et on peut diviser celle-ci en 4 phases principales. La première, c'est une série de défaites désastreuses pour les Français. Devant l'évolution des règles de la guerre entamées par les Anglais avec leurs troupes mobiles et leurs archers longs protégés derrière des piques, la chevalerie française, qui se bat encore à l'ancienne avec l'honneur chevaleresque, subit de lourds revers, notamment à Crécy en 1346 et à Poitiers en 1356. En 1360, le traité de Bretigny est signé. Il offre aux Anglais, donc aux Plantagenets, une large partie du territoire continental, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Ça marque la fin de cette première phase désastreuse. La deuxième phase est plus favorable aux Français. Le roi est alors Charles V, mais lui, son truc, c'est pas vraiment la guerre, c'est plutôt la culture, et c'est pourquoi il va confier la tête de ses armées à son fidèle Bertrand du Guesclin. C'est lui qui va entreprendre par le fer de l'épée la reconquête de quasiment tous les territoires perdus, et cette reconquête va laisser place à une période de paix relative. Cette période de paix ne va pas durer, ça nous amène à la troisième phase, puisque le successeur de Charles V, Charles VI, va rapidement sombrer dans la folie. C'est pour ça qu'on l'appelle Charles VI le Fol. Et sous son règne instable, les grands du royaume vont s'opposer et la guerre civile va démarrer entre d'un côté le duc d'Orléans et de l'autre le duc de Bourgogne, Jean sans peur, favorable à l'alliance anglaise. Le roi d'Angleterre va donc profiter de cette situation pour récupérer ses possessions et en 1415, la tristement célèbre bataille d'Azincourt voit toute la chevalerie française décimée et massacrée. S'ensuit en 1420 un immonde traité, sans doute l'un des plus infamants de l'histoire de France, le traité de Troyes. Profitant de la folie du roi, les Anglais lui font signer un traité stipulant qu'à sa mort, ça n'est pas son fils, le futur Charles VII qui sera l'héritier de la couronne, mais le roi d'Angleterre qui est marié à sa fille. Les Anglais occupent alors tout le nord et l'ouest du territoire et surtout Paris. Le prétendant valois vaincu, Charles VII, s'est réfugié au sud de la Loire, à Bourges, avec ses partisans qu'on appelle les Armagnacs. En 1428, les Anglais mettent le siège devant Orléans, dernier verrou sur la Loire. Tout est quasiment perdu. La France est bientôt finie et c'est alors qu'intervient la dernière phase, la Providence. Cette Providence va s'incarner dans une jeune paysanne de 17 ans, vous la connaissez, Sainte Jeanne d'Arc, qui, guidée par les voies du ciel, va aller trouver le roi, redonner de l'espoir à tout un pays, faire lever le siège d'Orléans, écraser les Anglais à pâté et couronner Charles VII, seul vrai roi légitime, à Reims. Sa mort en martyr sur le bûcher en 1431 ne fera que renforcer davantage la détermination des Français. À partir de là, la tendance s'inverse, les Anglais enchaînent les revers. En 1435, la paix est signée avec la Bourgogne, c'est le traité d'Arras. En 1436, Paris est reprise. Et en 1450, la victoire de Formigny permet la reconquête de la Normandie. Enfin, le 17 juillet 1453, les Français remportent, notamment grâce à leurs canons, la bataille de Castillon, qui leur redonne le contrôle de la Guyenne. Cette bataille marque la fin de la guerre de 100 ans et Charles VII devient Charles le Victorieux. À partir de cette date, les Anglais ont été totalement ou presque boutés hors de France. Il ne leur reste que Calais qui tombera 100 ans plus tard. Pour cette dernière phase, on peut quand même dire merci à Jeanne, qui est aujourd'hui encore la sainte patronne secondaire de la France derrière la Vierge Marie. Voilà pour cette guerre de 100 ans expliquée en 7 minutes. J'espère que j'ai bien respecté le timing, j'en ai aucune idée vu que c'est le premier épisode. Je vous laisse juste avec les points principaux à retenir. Cette guerre a démarré dans un contexte très tendu entre deux familles, les Valois et les Plantagenets, pour des raisons territoriales et de vassalité. C'est une querelle dynastique qui a mis le feu aux poudres. La guerre démarre en 1337 et se divise en 4 phases. Une première phase désastreuse pour les Français, puis une reconquête menée par du Guesclin. La troisième phase, c'est la folie du roi et la guerre civile qui mène au traité de Troyes. Et enfin la dernière, la reconquête finale, sous l'impulsion de Jeanne d'Arc, achevée par Charles VII en 1453. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout que cette nouvelle série de vidéos vous plaît. Je vous retrouve très vite pour d'autres sujets à vous résumer de la sorte. Et d'ici là, je vous invite à vous abonner à la chaîne évidemment et à aller faire un tour du côté de notre partenaire Kalos. À bientôt.